Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Depuis quelques semaines, la plupart des pays européens se convertissent les uns après les autres à la rigueur, même si le mot n'est pas toujours prononcé. Parmi les mesures communément mises en œuvre figure la réduction drastique du nombre de fonctionnaires, quand ce n'est pas tout bonnement la baisse de leur salaire, la réduction des dépenses sociales, le gel et parfois la baisse des dépenses de l'État. Alors, ces sacrifices sont-ils inévitables? Les plans coordonnés sont-ils viables? Peuvent-ils permettre à l'Union européenne de retrouver le chemin d'un développement partagé par tous? C'est ces questions que nous allons aborder dans cette émission. Mais pour commencer, je voudrais vous citer Jean-Claude Trichet, qui n'est pas un homme qui parle à la légère, qui déclarait récemment dans le Spiegel que les marchés, sans aucun doute, sont dans la situation la plus difficile depuis la Deuxième Guerre mondiale, voire depuis la Première. Face à cette situation, est-ce que les États, les dirigeants de l'Union européenne ont pris la mesure de la situation? Je pense qu'ils sont tous dominés par une idéologie qui les aveugle. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de reproduire des mécanismes qu'on a déjà vus à l'œuvre et dont on sait que tous, ils finissent mal. Et là, ce qu'on a à dire à cet instant, c'est que toutes ces politiques ne serviront à rien, sinon qu'à aggraver la situation. Ça peut paraître très paradoxal de le dire, parce que les gens se préparent à faire vraiment de gros sacrifices qui leur seront imposés de force. Mais ça ne servira à rien. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, on en a une espèce de démonstration par l'absurde. L'Espagne, qui fait l'objet d'une attaque, alors même que son endettement est inférieur à ce que prévoient les clous du traité de Maastricht, c'est-à-dire que l'endettement est inférieur à 60% de ce qu'elle produit dans une année. Malgré ça, elle est l'objet d'une attaque. Donc, sous la pression, et puis Dominique Strauss-Kahn est là pour rappeler qu'il faut faire très attention, il l'a fait, elle prend un plan d'urgence. Et elle resserre tous les écrous, comme d'habitude, on supprime des fonctionnaires, on allonge la durée de travail avant d'aller à la retraite, on comprime les dépenses de l'État, on diminue toutes les dépenses sociales. Et juste derrière ça, que se passe-t-il? Normalement, ça devrait aller mieux, non? Puisque c'est ça qui est prévu. Eh bien, c'est l'inverse. Et qui diminue la note de l'Espagne, donc renchérissant le coût des emprunts que l'Espagne doit faire, cela même que ce plan d'austérité était censé séduire. C'est-à-dire qu'on a fait tout ça en se disant « Ah, et bien du coup, les agences de notation vont nous mettre une bonne note. » Et là, les agences de notation qui ont fichu la pagaille reviennent et disent « Ah oui, mais avec un plan pareil, l'économie va se contracter, la richesse produite va diminuer, et par conséquent, l'État aura moins d'argent parce qu'il y aura moins d'impôts, moins de taxes perçues, et donc, il ne sera pas en état de payer ses dettes. » Si bien que tout ce qui aura été fait, dans ce cas précis, n'aura servi à rien. Tout au contraire, la dette de l'Espagne va lui coûter encore plus cher qu'avant. Là, c'est une démonstration, je dirais, par l'absurde, mais dans le réel qui est faite. Mais quand vous dites qu'on est en train de reproduire des solutions déjà expérimentées dans le passé, vous pensez à quelles circonstances historiques? Deux circonstances au moins. Il y en a une historique que tout le monde a au moins survolée quand il était à l'école. Quand on arrive en classe de terminale, je crois, on passe en revue les grandes crises qui ont provoqué les deux guerres mondiales. Celle qui précède 1914 et puis celle qui précède 1939. Donc tout le monde a entendu parler de la grande crise de 1929. Mais en même temps, dans les établissements scolaires, on nous a toujours appris qu'on avait tiré les leçons de cette crise. Oui, apparemment non. C'est pourtant comme ça que ça a été présenté quand il y a eu la réunion du G20 et puis dans tous les journaux bien pensants. On a dit attention, il faut se souvenir de ce qui s'est passé en 1929. Surtout, ne faites pas de politique protectionniste. Ne fermez pas vos frontières, au contraire, donnez de la respiration, laissez circuler les marchandises et les capitaux dans le monde. C'est tellement vrai qu'on a retrouvé des phrases contre le protectionnisme dans les déclarations du G20 et dans plusieurs organismes internationaux. Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire? Surtout, ne faites pas se contracter l'économie parce que vous allez étouffer tout le monde. Et les politiques qui sont mises en place, qu'est-ce qu'elles font? Exactement ça. C'est-à-dire qu'on diminue la dépense publique et par conséquent, on aboutit à une contraction de l'économie. Il y a une espèce d'enchaînement. Quand la dépense publique se contracte, c'est les grands chantiers qui n'ont pas lieu, c'est des commandes qui ne sont pas passées. Donc les entreprises produisent moins. Du coup,
leur valeur se déprécie. Du coup, les banques qui ont des actions chez elles sont encore plus prudentes. Et il y a donc une espèce de spirale de la dépression. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, tout ça, on l'a déjà vu à l'œuvre en 1929, en effet, mais surtout plus proche. Et on dit 1929, c'est loin, M. Mélenchon, vous allez chercher vos exemples dans la préhistoire. Bon, très bien, alors regardons la période qui vient de s'écouler. Tous ces plans ont déjà été appliqués dans toute l'Amérique latine pendant une décennie entière, et ça n'a strictement rien donné. L'exemple le plus fameux est évidemment celui de l'Argentine, qui a été, en quelque sorte, le supermodèle à la fois de ce que le FMI ensuite proposait à tous les autres d'appliquer, et surtout le supermodèle de la catastrophe. Vous êtes donc d'accord avec le président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, qui, dans une tribune récemment dans le Financial Times, disait que l'Europe était dans la situation de l'Amérique latine à la fin des années 80. Si c'est pour dénoncer l'action du FMI, oui, on est en plein dedans. Le FMI est en train de faire le tour de l'Europe et de proposer partout les mêmes remèdes qui tuent, la contraction de l'économie par la diminution des dépenses de l'État. Alors le point de départ de tout ça, il faut bien le comprendre, parce que sinon on se demande pourquoi est-ce que des gens prennent des décisions aussi stupides, puisqu'il est prouvé qu'elles ne marchent pas. À chaque fois, l'obsession est la même. Il faut garantir la stabilité de la monnaie. Il faut garantir une monnaie forte, parce que ceux qui en ont en réserve, que ce soit dans des comptes bancaires, à titre personnel, ou bien les institutions qui en disposent, des banques ou les autres institutions financières, ont besoin que leur levier, leur moyen d'action ait une valeur stable. Donc on fait tout pour que cette valeur soit stable, quitte à étouffer tout le reste de l'économie. Alors en Argentine, ils avaient trouvé une idée absolument folle. Comme il y avait une inflation extraordinaire, ils ont dit dorénavant, on prend une décision extraordinaire. Voilà, 1 peso égale 1 dollar. Ça, c'était formidable. Donc tous ceux qui avaient sorti leur argent parce qu'ils se méfiaient de l'inflation, on leur dit revenez. Maintenant, quoi qu'il arrive, on vous garantit, quoi qu'il arrive, que pour 1 peso, on vous donnera 1 dollar. Eh bien, ce mythe de la monnaie forte, c'est celui qui est appliqué partout. Il faut un euro fort, nous dit-on. Alors les gens, bien sûr, pourquoi vous voudriez un euro faible, on vous dit, sinon vous voulez un euro faible. Alors les gens s'affolent, ils disent, oui, en effet, il faut faire des sacrifices pour que la monnaie reste bonne. Mais à personne, on explique que la monnaie ne peut être qu'un intermédiaire entre deux marchandises. Par conséquent, c'est un thermomètre, la monnaie. Ce n'est pas en soi une valeur comme les monétaristes voudraient que ce soit. Et donc, on a intérêt à ce qu'elle s'adapte à la situation. Et ce que je dis peut-être peut paraître abstrait, donc on peut prendre un exemple concret. Chaque fois que l'euro baisse de 10%, ça augmente les exportations de la zone euro de 5 points et ça produit 1 point de richesse supplémentaire produite dans nos pays. Vous voyez le rapport qu'il y a entre dévaluation. Alors évidemment, si c'était une dévaluation terrible de 100-300%, ça serait la catastrophe. Mais ce n'est pas une catastrophe quand la valeur de notre monnaie baisse. La preuve, c'est que c'est la méthode que les Américains ont utilisée pour faire la nique aux Chinois. Et comme ils ont fait baisser la valeur de leur monnaie, parce qu'eux, ils ont le pouvoir de le faire, ce que nous n'avons pas avec la BCE, puisqu'elle est indépendante, eux, ils ont le pouvoir de le faire. Ils ont donc joué à la baisse. Et bien évidemment, ça a renchéri l'euro. Et on est arrivé à un moment à un rapport absolument fou de 1,60 $ pour 1 euro. C'est-à-dire, j'exagère, mais enfin presque le double de la valeur. Ça, c'est complètement dingue. Comment expliquer que... Parce que, vous dénoncez cette obsession, mais finalement, tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont à peu près d'accord pour appliquer cette politique. Or, ils sont de bords politiques opposés. Il n'y a pas de... Madame Merkel n'est pas dans le même parti européen que M. Zapatero. Et on pourrait multiplier les exemples. Alors, comment expliquer peut-être, mais comment expliquer qu'ils soient tous d'accord pour mener cette politique? Est-ce qu'il manque d'imagination? Quelle est votre explication? Vous êtes député européen, vous avez des explications. Ils sont tous dans l'idéologie dominante, celle qui a mené les années 90, parce que le désastre auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, il ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu un incident hier qu'il y a cette situation aujourd'hui. Ça a été quelque chose de longuement amené. Et tous sont dans l'idéologie dominante, qui est l'idéologie libérale et l'idéologie monétariste. Ils sont tous persuadés que c'est comme ça qu'il faut faire pour que ça marche. Et puis ils sont encouragés par les gens qui les applaudissent. Les gens qui les applaudissent, c'est qui? Les banques, les institutions financières qui disent c'est bien, continuez comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Et comme ce sont ceux-là qui dominent la société, au fond, c'est eux qui donnent le tempo. On peut dire que tous ces gouvernants font la politique qui convient au milieu financier. Mais ce n'est pas étonnant, c'est souvent comme ça dans l'histoire.
Et puis ils pensent que le capitalisme est un mode d'organisation de la société qui est indépassable. Et que donc tout le reste, ce sont des utopies. Enfin, ils ne tiennent aucun compte, alors là je parle pour la gauche, parce que bon, pour la droite, on peut comprendre qu'ils pratiquent cette politique. Pour la gauche, c'est plus navrant. Pour la gauche, au point de départ, il y a une erreur absolue d'analyse de la crise. Ils ont renoncé aux outils du socialisme pour penser le réel, et ils pensent avec les outils intellectuels de la droite et des libéraux. Pour nous, qui avons une vision, je parle à gauche, hein, une vision de long terme sur l'histoire, nous connaissons la maladie génétique du capitalisme, qui débouche, comme disait Jaurès, toujours sur la guerre, ou comme disait M. Main, qui n'est pas de gauche, sur l'hyperinflation ou sur la guerre. À intervalles réguliers, le capitalisme bute sur des limites. C'est un modèle productiviste. Il faut sans cesse qu'il produise tout, n'importe quoi, à n'importe quelle condition. Et il faut qu'il vende, et il faut qu'il vende de plus en plus. Et pour vendre de plus en plus, il faut qu'il baisse ses prix. Pour baisser ses prix, il comprime les salaires, donc il diminue la masse des acheteurs. C'est une des contradictions de base. Et arrive toujours un moment où il y a plus de marchandises qu'il y a d'acheteurs pour s'en saisir, pour les acquérir. C'est pourquoi, même c'est très paradoxal, d'une manière générale, les marxistes analysent les grandes crises du capitalisme comme des crises de surproduction. Il y a plus de produits que de gens pour les acheter. Ce n'est pas que les gens ne veuillent pas les acheter, c'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Et cette crise, cette limite interne, le capitalisme a toujours essayé de la dominer en dépassant cette frontière. Alors il a inventé toutes sortes de choses. Des nouvelles zones d'accumulation, c'est toute la période de l'expansion coloniale. Ensuite, ça a été, je te prends tes parts de marché à toi. Ce sont les guerres impérialistes. Et puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même un tableau absolument inouï. Toutes ces bêtises avaient eu un coût pour le capitalisme. Depuis 1917, il y avait l'Union soviétique. Après 1945, le tiers de l'humanité se trouvait sous des régimes politiques qui n'étaient plus des régimes de l'économie de marché et où le capitalisme ne faisait plus, la loi ne circulait plus. Par conséquent, on a inventé deux leviers supplémentaires d'accumulation. D'abord, une gigantesque économie d'armement, parce que l'économie d'armement, ça a quelque chose de génial. Les armes ne servent pas souvent, il faut quand même qu'elles servent, mais c'est surtout les États qui achètent. Et quand l'État achète, il met en route des tas d'autres industries, ceux qui produisent du caoutchouc, du cuivre, du fer, pour faire des avions, pour faire des bombes, pour faire des canons. Et comme c'est l'État lui-même qui paye, la circulation du capital se fait. Et c'est comme ça que vous avez eu la guerre du Vietnam, avec un déversement de matériel militaire sur ces malheureux, qui est l'équivalent de tout ce qui est tombé pendant la Deuxième Guerre mondiale sur l'ensemble de l'Europe. C'est pour vous dire, pour donner une ampleur. L'économie d'armement. Et puis après, on a eu l'économie du crédit à mort. C'est pas grave, je vous comprime votre salaire, mais vous ne serez pas privé de la possibilité d'acheter votre petite maison parce que je vous prête de quoi acheter la petite maison et puis vous rembourserez avec votre petit salaire. On a vu d'ailleurs l'Espagne inventer des prêts à 50 ans pour acheter une maison. Voilà, alors évidemment, moi je suis la banque, je vous ai prêté beaucoup d'argent, vous m'avez mis en garantie votre petite maison, donc que j'évalue à la valeur d'achat, et donc j'ai des actifs considérables. Tout ça marche et gonfle, jusqu'au jour où vous arrêtez de payer, puis le suivant arrête de payer, et le système s'effondre. Tout ça, c'est très bien. Vous êtes en train de nous expliquer ce que chacun sait, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas dépenser plus que ce qu'on a. Je pense au contraire qu'il faut dépenser plus que ce qu'on a. C'est absurde de ne dépenser que ce qu'on a. Par exemple, si vous voulez créer une ligne de chemin de fer, il est absurde de ne dépenser que ce que vous avez dans le moment. Vous avez intérêt à emprunter, à faire les installations, à acheter les rames, etc. Puis c'est normal que le paiement de cette dépense soit fait dans le temps, et puis des fois même par plusieurs générations. Je ne veux pas faire de mauvais humour, mais le pont du Gard... il a arrêté de fonctionner au bout de 5 ou 6 siècles. C'était normal que, en quelque sorte, on ait emprunté pour le faire. Mais c'est une blague. C'est pour dire que c'est pas vrai. C'est pas... Moi, mon idée, c'est pas, faut pas emprunter plus que ce qu'on a dans le moment. Néanmoins, quand on arrive à un niveau d'endettement extrêmement important, ce qui est parmi les différents pays tout de même le cas de la France, on comprend qu'à un moment, le gouvernement ait envie de dire stop. Et l'avertissement ne date pas d'hier. J'ai retrouvé une déclaration de M. Fillon en septembre 2007. Et il ne nous a pas pris en traître. Il disait « Je suis à la tête d'un État qui est en état de faillite sur le plan financier, un État qui, depuis 15 ans, est en état de déficit chronique. » Tout le monde savait que ça ne pouvait plus durer. Non, c'est un pur mensonge. Je vais vous expliquer pourquoi. La France n'est pas du tout en état de faillite. Ces gens-là ont organisé l'appauvrissement de l'État. Alors comment ont-ils fait?
D'abord en augmentant eux-mêmes la dette publique, parce que tout le monde oublie de dire que cette dette publique, elle est à ce niveau, mais qui l'a créée? C'est quand même une question qui vaut la peine d'être évoquée. C'est essentiellement M. Balladur qui l'a multiplié par 2, je crois. Ensuite, les gouvernements suivants, de droite, pas les gouvernements de gauche. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce que dans tous les pays du monde, ils font comme ça, les libéraux. Ils commencent par égorger l'État en l'endettant à mort. Alors c'est bien, parce que dans un premier temps, ils font de la dépense, les gens sont contents d'eux. Ensuite, l'État est ruiné, et les solutions, on dit, vous voyez, ça ne marche pas. On fait comme ça pour la sécurité sociale, on fait comme ça pour les fonds de retraite, on fait comme ça pour l'État. Donc les gouvernements de droite et des libéraux, depuis des années, appauvrissent l'État de 1000 manières. D'abord par des remises d'impôts de plus en plus vertigineuses pour les possédants. C'est ainsi que depuis 2002, les gens riches, le dessus du panier de l'impôt sur le revenu, a été gratifié de 30 milliards de remises d'impôts. Il y a, à l'heure à laquelle nous parlons, 73 milliards de niches fiscales, 40 milliards de fraude fiscale. Imaginez-vous que ce n'est pas les petites payes, parce que ça, ils ne peuvent pas frauder. 40 milliards de fraude fiscale, c'est-à-dire des masses gigantesques qui, normalement, devraient être dans les caisses de l'État et qui ne s'y trouvent pas. Puis il y a eu une deuxième méthode d'appauvrissement qui a consisté à vendre des bijoux de famille. Tout ce qui rapportait à l'État. Je vais en donner un exemple très concret. Si les entreprises qui étaient nationalisées et qui ont été privatisées depuis étaient toujours dans le giron de l'État, il faut savoir que l'année dernière, ça aurait rapporté au budget de l'État, les dividendes, 40 milliards à l'État. Regardez un cas encore plus piquant. Si les banques qui étaient nationalisées, toutes, puisque nous avons toutes nationalisées en 1981, étaient restées dans le giron de l'État, eh bien, les bénéfices vertigineux qu'elles font, y compris en spéculant sur les dettes de l'État, seraient revenus dans les caisses de l'État. Donc, comment a-t-on appauvri l'État? En coupant autour pour privatiser tout ce qu'on pouvait et en desséchant la matière première, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Par conséquent, si l'État est en faillite, c'est parce qu'on a diminué ses recettes, pas parce qu'on a exagéré ses dépenses. La France est plus riche qu'elle n'a jamais été de son histoire. Elle produit 1950 milliards d'euros. On n'en produisait que 1000 en 1981. Il faut donc bien comprendre ce mécanisme. Tous ceux qui crient que l'État est pauvre sont ceux qui l'ont appauvri. Donc la solution, évidemment, c'est de rendre l'État plus riche. Mais on voit bien à qui il faudrait prendre. Donc, avant d'aborder justement comment rendre l'État plus riche, vous êtes sur le constat que les libéraux, quelque part, ont mené une sorte de complot pour appauvrir l'État. Et maintenant, une fois que cet État est appauvri, font tout pour appauvrir le peuple, les salariés, en baissant les salaires, en supprimant les services. C'est pas une vision un peu complotique? Non, je ne parle pas de complot, c'est un effet de système. Bon, vous prenez un homme ou une femme de l'autre gauche, quel que soit le pays où il se trouve, il va avoir le même raisonnement que moi. Eh bien, eux, quel que soit le pays où ils sont, ils ont le même raisonnement et la même politique. Là, ils sont en train de... Chacun essaye de tirer un avantage, chaque pays se dit, je vais faire une politique d'austérité, je vais comprimer les salaires, je vais comprimer la dépense publique, donc l'argent va venir chez moi, et donc je vais avoir un solde de mes échanges avec les autres pays qui sera positif. Quand on arrive au niveau de la zone euro, ça a donné, les Allemands ont couru devant, c'est ceux qui ont le plus pressé le citron des travailleurs. Bon, il y a 25% de la population qui est sous le seuil de pauvreté en Allemagne, il faut quand même le savoir, parce que ça fait partie des choses que Die Linke explique sans arrêt. Donc l'économie allemande se dit, c'est bon, parce que nous, les coûts sont faibles, et puis plus faibles que d'habitude, et puis on exporte à mort chez les voisins. Mais comme la quasi-totalité de ces échanges, j'exagère un peu, se fait avec ses voisins, si les voisins se mettent eux aussi à appliquer des politiques d'austérité et n'achètent rien à leurs voisins, tout le monde va mourir. C'est ça qu'on est en train de voir, une espèce de course à l'austérité entre les différents pays qui composent l'Union européenne, et puis globalement, tous se disent, diminuons les dépenses en Europe de manière à affronter plus correctement les États-Unis et la Chine. Voilà leur raisonnement. Alors il vaut ce qu'il vaut. Moi je le condamne, je pense à un raisonnement simpliste qui ne tient aucun compte de la nécessité pour les peuples de vivre et qui fait comme si l'économie était seulement un exercice de comptabilité. Non, l'économie c'est un exercice de politique, c'est un exercice d'humanité. Voilà pourquoi, nos prémices étant différentes, nos conclusions ensuite bien sûr le sont. Qu'est-ce que vous pouvez avancer comme preuve qu'on va
très rapidement qu'on va vers cette catastrophe. Vous êtes seul à penser ça ou Non. vous avez un certain nombre de référents Non, maintenant, il y a de plus en plus de gens plus compétents que moi dans ce domaine. Moi, je ne suis pas économiste, je suis un citoyen éclairé, quelqu'un qui exerce des responsabilités politiques. Donc, je me renseigne, je lis, je compare. Bon, c'est à la portée de tout dirigeant de le faire. Hein. Je ne dis pas du tout venant, ça prend du temps, tout ça. Il faut être aidé pour le faire. Mais voilà, je ne fais que constater des faits. Vous me demandez où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui me permet de dire que ça va mal tourner? J'ai qu'à regarder ce qui est déjà en train de se faire. La politique dont nous parlons, elle a déjà été appliquée à l'Estonie, à la Lettonie, à la Hongrie, à la Bulgarie. Tous ces pays ont d'ores et déjà des plans miraculeux du FMI pour se ressaisir. Que s'est-il passé dans tous ces pays, sans exception? Une contraction de l'économie qui est vertigineuse pour certains pays. C'est plus de 20% pour l'Estonie et la Lettonie. Et dans le cas de la Grèce, dont on a beaucoup parlé, alors même que le plan du FMI ne fait que commencer. Si on va regarder ce qui est écrit dans le plan du FMI, pardon, ce que moi j'écris sur mon blog, dans le plan du FMI, il prévoit des dépenses liées au fait qu'en 2015, c'est-à-dire dans 5 ans, quand les Grecs auront souffert comme des bêtes, eh bien, la situation de leur pays ne sera pas meilleure, mais pire, puisque le niveau de la dette par rapport à la production de ce pays aura encore augmenté. Et pourquoi aura-t-il augmenté? Tout simplement parce que les intérêts de la dette auront augmenté. Donc ce à quoi vous assistez, c'est à un épisode d'une guerre des uns contre les autres pour la prédation sur les richesses. Ou bien, il n'y a pas 36 solutions, ou bien ce qui est produit est partagé et mis en direction de ceux qui ont des actions et donc sont des dividendes, ou bien ils vont du côté des salaires. Donc, quand la grande crise a été déclenchée par la catastrophe bancaire, des déficits se sont accumulés. On a dit comment va-t-on combler ces déficits? C'est une question qu'on peut comprendre. Il y a 2 manières de le faire. L'une consiste à dire on augmente les salaires, donc on va augmenter forcément les impôts qui vont, le rendement de l'impôt. Eux vont augmenter la consommation, ça va donc augmenter le rendement des taxes. Tout le monde peut comprendre ça, c'est une solution. Et l'autre solution consiste à dire serrez-vous tous la ceinture et l'argent partira en dividendes. Voilà. Et en tout cas, ceux qui ont des dividendes se disent mais à cause de notre affaire, nous allons contracter l'économie, pas question qu'on paye, faisons payer les autres, parce qu'ils sont plus nombreux, comme on dit. Hein. Comme disait Coluche, les pauvres sont les plus nombreux, c'est donc normal qu'on aille leur demander à eux. Je simplifie, mais c'est quand même ça l'enjeu principal. Au fond, dans la société, en matière d'économie, c'est très simple, c'est une espèce de circulation d'un fluide, c'est la richesse produite, et il y a en gros que 2 cas possibles sur la répartition. Tout est affaire de partage des richesses. Ce raisonnement rustique que nous avons été peu nombreux à tenir pendant de nombreuses années, je m'amuse de voir aujourd'hui que je le retrouve dans les notes de communication des organismes bancaires. Et c'est ainsi que Natixis, par exemple, fait une note dans laquelle il dit « Oui, nous avons une analyse marxiste de la crise ». Et il explique ce que je suis en train d'expliquer, la crise comme une crise de surproduction. Alors, j'ai bien compris, Jean-Luc Mélenchon, que serrer la ceinture des citoyens, des contribuables, allait aggraver les choses, que finalement l'impact sur la croissance serait négatif, qu'au final on allait se retrouver avec plus de déficits. Mais néanmoins, il faut quand même répondre aux problèmes posés par cette crise. Quelles sont vos solutions pour, par exemple, réduire l'endettement public qui ne peut plus continuer à augmenter ou relancer la demande? Oui. Bon, d'abord, il ne faut pas traiter d'économie d'une manière comptable. Il faut d'abord se demander ce qu'on a à faire pour vivre en société. De quoi a-t-on besoin? On commence d'abord par ça, puis après on regarde comment on s'y prend. Et il ne faut jamais perdre ça de vue, parce que sinon on discute d'une manière abstraite. Nous avons 2 grands défis à relever. Le premier, c'est celui qui nous confronte en tant qu'être humain aux conséquences du désastre écologique que nous avons nous-mêmes provoqué. Donc nous devons organiser une bifurcation du modèle économique, et en particulier, pour les grands points, pour ne pas entrer trop dans les détails, au moins sur la question de l'énergie à rendre disponible. Il faut passer du système dans lequel on est, pétrole, merci BP, nucléaire, croisons les doigts. Bon, il faut passer de ça à autre chose, d'autres sources non polluantes et renouvelables. Donc ça, c'est un énorme chantier. Ça ne peut pas attendre. C'est pas, on va dire, on va d'abord régler la crise, puis après on verra. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que l'équilibre climatique de la planète, parce que l'équilibre de la ressource et de la consommation, lui, il n'attend pas. Bon. Donc il faut régler ça maintenant. Deuxièmement, il y a le défi de nourrir les êtres humains.
Alors, les Français ont l'habitude d'être en état d'abondance pour la nourriture disponible parce que nous sommes une grande nation agricole. Mais nous ne sommes pour autant pas une nation agricole souveraine. Parce que nous avons besoin aujourd'hui, compte tenu de la déformation du modèle agricole, de toutes sortes de produits que nous ne produisons plus. J'ai pris que ces deux exemples sont basiques, mais je pourrais le reprendre. Par exemple, nous les Français, on a absolument besoin d'avoir une population très éduquée, parce que comme on n'a rien d'autre que notre matière grise, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de tout ça, donc il faut faire un énorme effort d'éducation. Bon, tout ça, on est en train de faire le contraire aujourd'hui. C'est ça la politique de contraction des dépenses de l'État. On a besoin d'une population en bonne santé, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les tâches. Alors il faut partir de la réalité. On part avec un État que la droite a mis en lambeaux. D'abord, l'État a disparu de toutes sortes de zones, de toutes sortes d'endroits. Il faut le remettre sur le terrain. Un État fort, c'est-à-dire efficace, intervenant, stratège. Vous voyez, tous les mots que j'utilise, c'est le contraire de ce qui est fait depuis 20 ans, où un État débile, une dilution des responsabilités. Tous ces gens, les libéraux et les gouvernements de droite et les sociolibéraux, vivent avec l'illusion que chaque fois qu'on enlève le service public, magiquement, il va surgir une entreprise privée qui va proposer la même chose à moins cher. Naturellement, ça ne se produit pas. Donc ça, c'est déjà les besoins. On ne peut pas faire d'économie, de l'économie politique, si on ne part pas des tâches qu'il y a à accomplir. Et après, le reste, ce n'est pas très difficile à régler, une fois qu'on sait ce qu'on a à faire. Le but d'un gouvernement, ce n'est pas de faire des économies. Le but d'un gouvernement, c'est d'organiser la réponse aux besoins de la population. Alors maintenant, on peut entrer dans le... Une fois qu'on a dit ça, on peut entrer dans le détail. Alors, pour rentrer dans le détail, un État fort, qu'est-ce qu'il fait comment il réagit face au marché qui augmente le taux des emprunts obligataires Déjà, quand on est un gouvernement responsable, on se préoccupe de défendre sa population, pas les banquiers. Donc moi, avec le Front de gauche, avec tous mes camarades, on n'a jamais eu l'idée qu'on ferait Papandréou. C'est-à-dire un Premier ministre, président de l'Internationale socialiste, il a quand même été élu parce qu'il était de gauche, sinon les gens auraient pris celui de droite, qui, à la première secousse, passe sous la table et s'en va injurier sa propre population depuis Berlin ou depuis Londres. Ça, c'est pas imaginable. Donc, si le système financier nous agressait, nous répondrions coup pour coup. Voilà. On ne se laisserait pas dépouiller. Si on n'analyserait pas ça comme la grêle ou le mauvais temps, on dirait des gens dont on connaît l'adresse ont décidé de s'en prendre à la France. Réplique de la France immédiate. Nous procéderions avec la main de fer. Il ne peut pas être envisagé que les marchés aient le dernier mot contre la République française. Alors comment faire? Déjà quelque chose qui vaut en toutes circonstances. Il faut couper le circuit qui fait que pour pouvoir emprunter de l'argent, l'État est obligé d'aller chercher sur le marché. Alors tout le monde ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais autrefois, quand le gouvernement avait besoin d'argent, cet argent, il allait le chercher auprès de la Banque centrale française. La Banque centrale française émettait de la monnaie en inscrivant des lignes pour le gouvernement avec lequel il payait. Bon, évidemment, si la masse monétaire augmentait de façon démente, ça produisait de l'inflation. Voilà. Donc, couper le circuit, ça veut dire deux choses. Ou bien, on change le statut de la Banque centrale européenne. Et, premièrement, elle n'a plus comme unique objectif la stabilité des prix, c'est-à-dire le certitude actuel pour avoir un euro fort. Mais aussi la croissance et l'emploi, premièrement. Et deuxièmement, elle peut prêter directement aux États. Donc, à 1%, ou, les jours de grand mauvais temps, à 0%. Ça existe, les prêts à 0%. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ou à imaginer ce que fait une banque. Ils ne savent pas, ils croient que la banque, elle a des sous et elle les prête. Non, la banque, elle n'a pas de sous. Elle a des dépôts et elle prête de l'argent qu'elle crée, qu'elle fabrique. C'est-à-dire, on dit, j'ai prêté tant à monsieur machin. Et comme monsieur machin va rembourser, eh bien, le bout de papier sur lequel est écrit ce que doit monsieur machin constitue un actif. Donc les banques, comprenez-le, c'est un peu difficile à comprendre, n'ont pas l'argent qu'elles prêtent. Voilà. Donc elles le fabriquent. Eh bien, moi je pense que c'est à un institut national d'émission que doit revenir cette tâche. Et qu'il n'y a pas de raison que pour fabriquer de l'argent à partir de rien, des banques se servent aujourd'hui à 3% sur le dos de tous les Français, demain ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6. Donc on coupe et on dit c'est 1. La Banque centrale européenne qui prête à 1% aux banques privées prêtera à 1% aux États, ou des fois même à 0. Mais vous voyez, je suis sympa, je reste à 1. À 1%. Ça fait une différence de plusieurs dizaines de milliards pour la caisse de l'État. Donc ce point de pouvoir emprunter
à petits coups est extrêmement importante dans les périodes comme ça. Deuxième point, parce qu'il faut quand même que je l'évoque, c'est que les banques, elles aussi, doivent, ou bien, les banques doivent participer au développement. La dernière fois, on les a inondées de pognon. On ne leur a rien demandé en échange, sinon qu'un engagement très formel. Alors ils ont dit oui, on veut bien, on prêtera davantage à l'économie, ont-ils dit. En réalité, ils ne l'ont pas fait. Et juste derrière, pour la première fois depuis 20 ans, le total de l'argent prêté en cours d'année a diminué. C'est-à-dire qu'au moment même où la finance publique remettait les banques d'aplomb, où le gouvernement disait « mais attention, vous allez prêter de l'argent aux entreprises », c'est le moment qu'on choisit les banques pour plus en prêter et pour garder, pour essayer de reconstituer leur marge de manœuvre. Donc il faut les obliger. Et enfin, quand elles ne cèdent pas, ça arrive dans la vie, il y a des gens un peu têtus, il y a deux logiques. Qui est souverain dans ce pays? Le marché ou la puissance publique des citoyens? Bon, moi je pense que c'est la puissance publique. S'ils ne veulent pas, il faut faire des emprunts forcés. Et on les oblige. Voilà, on dit, vous là, vous prêtez tant de force. Et à temps. Voilà. Alors, bon, évidemment, ça fait dresser les cheveux sur la tête dans le monde libéral, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. On l'a déjà fait, alors dans des périodes révolutionnaires, en 1848, mais on l'a aussi fait à une date récente, en 1983. Ça s'appelle l'emprunt forcé. Il n'y a jamais aucune banque qui est morte d'un emprunt forcé. Jamais. Et quand on leur donne 2%, ou quand on leur donne 3%, ou quand on leur donne 1%, on est déjà super sympa, parce qu'on pourrait leur donner rien du tout. Il suffirait d'aller chercher à la Banque centrale cette somme. Mais là, je parle de la somme que l'on pourrait collecter pour la mettre à disposition de l'économie réelle. Et là, évidemment, il faut un grand pôle financier public qui fasse ce travail. Alors peut-être qu'on va, on va regarder là, vous ça parlez de près, là, vous parlez d'une banque centrale européenne qui n'existe pas. Dans les textes qui régissent son fonctionnement, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter aux États, elle doit s'occuper uniquement de l'inflation. Donc, il y a 27 pays qui sont signataires de ça, qui sont les garants. Comment faire pour changer le règlement de la Banque centrale européenne? Il faut mettre 27 pays d'accord. Oui, ben vous allez voir que ça peut aller vite. Parce que, d'abord, on a plusieurs outils. D'abord, il y a une banque de France. Elle existe toujours. Les bâtiments sont là, les équipes sont là, ils savent faire. Je mentionne, mais c'est juste pour l'humour. Uniquement, que ceux qui nous écoutent n'aillent pas le répéter et prendre trop peur. Je voudrais juste rappeler qu'une bonne partie des euros se fabrique en France. Donc nous savons fabriquer des euros. Enfin, c'est comme ça que je le dis. Mais après, il faut bien comprendre que nous n'allons pas mourir pour faire plaisir à l'esthétique du libéralisme. Nous n'allons pas laisser la France être égorgée, ne rien dire. Non mais qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. On a signé un papier il y a 10 ans. D'ailleurs, la moitié de la population était contre. Au moment où on l'a signé, je parle du traité de Maastricht, 49% étaient contre. Moi, j'ai fait la bêtise de voter pour à l'époque. J'ai bien changé d'avis depuis. Puis après, il y a eu le traité constitutionnel. Les Français ont quand même voté contre. Et le traité de Lisbonne qui s'applique aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il y avait dans le traité constitutionnel. Donc, on n'est pas des voyous. On n'est pas des gens qui manquent de parole. Les Français ont déjà donné leur avis. Quand on leur a demandé est-ce que vous voulez ou non, on a répondu non. Mais on pourrait leur redemander. En tout cas, moi je pense qu'un gouvernement de front de gauche devrait le faire. Demander est-ce que vous êtes d'accord avec ceci, cela qui est dans le traité, parce que nous, la politique qu'on vous propose, c'est incompatible avec le traité. Enfin, je voudrais dire la chose suivante. La France n'a pas été dissoute. On aurait pu imaginer une Europe fédérale, avec un Parlement souverain pour les compétences qui ont été déléguées. C'est pas ça qu'on a fait. On a fait autre chose, cette espèce de carabistouille qui ne marche pas et qui sert qu'à presser le citron des peuples. Mais la France n'a pas été dissoute, donc c'est une puissance souveraine, avec un peuple souverain. Et dans ces conditions, elle est en état de dire que si elle est menacée par la finance internationale, elle a le droit de se défendre. Si elle était agressée militairement, vous êtes d'accord pour dire qu'on n'irait pas demander à monsieur, je ne sais pas quoi, Barroso, ou à monsieur Van Rompuy, ou à la baronne Ashton, si on a le droit de se défendre, parce qu'on y serait encore, que tout serait fini. Bon. Donc on ne le ferait pas. Ça serait un état de légitime défense. Si la finance internationale attaque la France, eh bien, nous sommes en état de légitime défense. Et nous serons en état de dire aux autres puissances européennes, écoutez, nous, on n'a pas l'intention de se laisser faire. On n'est pas le gouvernement grec. Donc, on vous propose, ou bien on change le statut de la Banque centrale européenne, on a la discussion ensemble, tranquillement et gentiment, ou nous, on va être obligé de vous dire qu'on ne peut plus payer. Parce que le premier endroit où on arrêtera de payer, c'est notre contribution au budget commun européen.
Et comme aujourd'hui la France fait partie des rares pays contributeurs nets, c'est-à-dire qui donnent plus que ce qu'elle reçoit, eh bien je pense que ça sera de nature à faire réfléchir tout le monde. Pas sous la menace, mais sous l'empire de l'évidence. Pourquoi demanderait-on à un pays souverain, la deuxième population du continent, de l'Union en tout cas, bientôt la première, c'est nous les Français, le deuxième pays pour l'étendue géographique. Pourquoi va-t-on nous demander de nous mettre à genoux en ne tenant aucun compte de nos propres intérêts dans une situation comme celle-là? Ce n'est pas des menaces que je suis en train de faire, ce sont des promesses au peuple français. Et le reste, les traités, il faut les adapter, puisqu'on voit bien qu'il ne marche pas, le traité de Lisbonne. Il ne produit rien. Et puis écoutez, je termine là-dessus. Vous imaginez un gouvernement de gauche en France et que la finance, rien que sur ce sujet, ne fasse rien. Bien sûr qu'ils vont essayer de nous tester. Donc il vaut mieux annoncer avant que ça sera le gros bâton. Parce que c'est une manière aussi de créer le rapport de force. Moi, je crois qu'il y a intérêt à ce que la France annonce d'entrée de jeu qu'elle ne se laissera pas faire. Vous dites que la France n'a pas disparu, donc qu'elle a encore des moyens d'agir. Sur son territoire, quelles mesures elle devrait impulser pour faire de la relance? Voilà, moi c'est pas pour faire de la relance. Améliorer la vie des gens. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, il y a un plan d'urgence qui doit aller avec la planification écologique de notre modèle de développement. Hein, il faut planifier ça, il faut prévoir le passage d'une énergie à l'autre. On est le pays qui a quand même, sur une simple décision gouvernementale, décidé de s'équiper en centrale nucléaire, sujet dont on n'a jamais discuté, mais je le mets de côté. En tout cas, c'est pour vous montrer la puissance de l'État. Quand l'État veut, il peut. Les gouvernements de Pierre Messmer ont décidé ça, et puis en 10 ans, pouf, le parc nucléaire était en place. Donc nous, il faut qu'on puisse décider qu'on va mettre en route le nouveau parc d'énergie alternative, et ça se planifie parce qu'il faut prévoir dans le temps. Les libéraux aussi, ils prévoient. Hein. Ils prévoient de vous égorger demain un peu, et puis après-demain encore un peu plus, et ainsi de suite. Ben, nous, on va prévoir qu'on va créer des centrales géothermiques, on va installer ceci, cela, enfin tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine. Ensuite, on a une urgence dans le domaine de l'éducation. Parce que là, compte tenu des ravages qu'a fait la droite, d'une part, d'autre part, le fait que nous sommes un peuple qui dépend complètement de la qualification et les hauts niveaux de qualification de sa main-d'œuvre, il y a du retard à rattraper à cause de la politique de la droite. Donc il nous faut des sous pour ça. Et de la même manière, il faut commencer à réfléchir, enfin pas à réfléchir, à agir pour prendre en charge les risques qu'on connaît maintenant, qui sont ceux du quatrième âge, et qui dépendent qui posent des questions de la dépendance, de l'autonomie des personnes âgées. Vous voyez, je prends que 3 chantiers ou 4 chantiers, c'est pas le tout. Donc il faut faire tout ça. Alors comment on va faire? Il faut remettre du carburant dans la machine. Il faut embaucher des fonctionnaires, il faut augmenter les salaires. Alors dans quelle proportion peut-on faire tout ça? Parce que les gens, quand on dit ça, oh là là, ils s'affolent. Non, il faut récupérer la part de la richesse supplémentaire que ce pays produit tous les ans, et qui va dans les poches du capital. Il faut rétablir l'équilibre. C'est pas extraordinairement révolutionnaire. Ça, c'est une réforme fiscale, hein, parce que l'autre moyen, c'est de faire fonctionner la planche à billets, mais ça n'a pas l'air d'être ça. C'est une réforme fiscale. Non, bien sûr. Il faut que tout le monde contribue. Puis je pense que tous les Français peuvent comprendre ça, parce qu'ils voient bien qu'on est dans une période de crise. Donc dans une période de crise, tout le monde doit faire des efforts. On est en train de demander au peuple. On peut aussi en demander au gros portefeuille. Et donc, on le fera. Et alors, à partir de là, ceux qui ne sont pas contents peuvent s'en aller. Hein, puisqu'à chaque fois, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce que vous dites? S'ils s'en vont, je leur dis au revoir. Parce que la vraie richesse de ce pays dans son peuple, c'est les conditions matérielles, réelles. Vous ne partez pas avec une usine sous le bras. Hein. Ça marche quand on vous laisse faire, quand on vous laisse déménager les machines, mais sinon, elle est là. Les travailleurs, ils sont là. Le savoir-faire, il est là. Donc moi, je n'ai pas peur de tout ça. Je pense qu'il ne faut pas se laisser intimider. Mais il faut que la machine redémarre, et pour qu'elle redémarre, eh bien, il faut que les gros portefeuilles s'ouvrent un peu plus grand, et même beaucoup plus grand que ce que c'est aujourd'hui. Et ça, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si difficile que ça à faire, et c'est pas des sommes si importantes que ça. Vous savez, à la sortie, le reste de Bourrest. Hein, et alors, évidemment, au début, il crie très fort, on a vu ça dans toute l'Amérique latine. Hein, quand Evo Morales a voulu nationaliser le pétrole et le gaz, ils ont tous posé des cris dégorgés. Bon, Morales a dit c'est 80-20. J'en prends 80, je vous laisse 20. Tout le monde s'est tu, ils ont pris 20, et puis voilà, et puis on s'est arrangé comme ça. La société, c'est comme ça, c'est des rapports de force et une manière aussi de vivre ensemble. Donc, tout à l'heure, j'ai donné quelques indications, mais on pourrait en donner une. Elle a été faite à la louche par M. Artus. Hein, c'est pas la peine.
qui est un économiste, qui est le responsable, un des responsables de Natixis, qui est une institution financière. Bon, à la louche, bien sûr, si on taxait les revenus du capital comme on taxe le travail aujourd'hui, on trouverait 100 milliards. C'est bien, non, 100 milliards. La masse de l'argent, d'après la Commission européenne, hein, qui aurait dû être répartie entre capital et travail dans notre pays dans la proportion de 60-40, a été répartie dans la proportion de 70-30. Il manque 10 points au travail, que sont passés dans les poches du capital. Bon, on peut les récupérer. Le chiffre que je dis là a été contesté à plusieurs reprises par quelques économistes, dont M. Perlevade. Mais je le renvoie aux chiffres fournis par la Commission européenne. Et puis, si cela ne lui suffit pas, qu'il aille voir ce que donne l'INSEE. Voilà. Il sera fixé. Oui, il y a eu une captation de 10 points de la richesse produite du pays qui sont passés des poches des travailleurs à celles du capital. Rien que ça, c'est quand même à nouveau plus de 100 milliards de disponibles. Ce qui n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de faire admettre aux possédants que c'est leur tour de payer. Et ça, c'est une affaire de rapport de force. Et le rapport de force dans un pays civilisé, démocratique, il repose sur le vote des citoyens. Si les citoyens le veulent, s'ils le décident, alors ils méritent d'avoir un gouvernement qui le fasse. S'ils ont un gouvernement de front de gauche, ça sera fait. S'ils ont d'autres gouvernements, ben non, ça ne sera pas fait. Voilà, mais c'est eux qui décident, c'est eux le souverain. Ce sera la conclusion, le dernier mot de ce premier auditorium enregistré au Théâtre Clavel. Bonsoir.